7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur en sociologie Médéric Chapiteau. Bonjour Médéric Chapiteau. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Des salles de fitness réservées aux femmes ou aux hommes, des combattants qui refusent le salut rituel car ils ne s'inclinent que devant Allah, ou encore des clubs de foot où les joueurs font la prière avant, après, voire pendant le match de foot, des matchs de football. Le prosélytisme religieux gagne du terrain dans nos clubs, dans les vestiaires, sur les rings, sur les pelouses. C'est le thème d'un ouvrage qui paraît ces jours-ci, dont vous êtes l'auteur, Médéric Chapiteau. Quand l'islamisme pénètre le sport, c'est aux Presses universitaires de France. Ce livre est une adaptation de la thèse que vous avez soutenue l'an dernier. L'an dernier, c'est aussi un message d'alerte également. On s'entretient dans un instant avec Médéric Chapiteau de votre ouvrage, mais je voudrais à chaud quand même vous faire réagir compte tenu de votre profil, car vous avez deux casquettes. Vous êtes à la fois spécialiste du sport, vous avez été fonctionnaire au ministère du Sport, mais aussi ancien gendarme, spécialiste des questions de sécurité. Un mot sur ce qui s'est passé tout de même hier soir, en prélude de cette rencontre qui n'a finalement pas eu lieu entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, ce caillassage extrêmement violent du bus des joueurs de l'Olympique lyonnais. Vous avez vu l'image, je suppose, de Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais, 12 points de suture, le visage ensanglanté. Qu'est-ce que ça nous dit du monde du football, selon vous, Médéric Chapiteau, ces images-là ? Ces images-là sont catastrophiques pour l'image du sport et les valeurs qui y sont véhiculées, y compris pour les plus jeunes de nos concitoyens qui rêvent d'être un jour joueur de foot ou d'aller à un match. C'est ce qu'on appelle les déviances dans le sport, c'est le thème de mon livre. Toutes ces déviances-là doivent être traitées avec fermeté. On peut pas enlever pour le coup au football de pas s'y attaquer depuis de très longues années, mais on est face à un vrai problème d'éducation au public sur ces questions-là. Et c'est dramatique, mais vraiment dramatique pour l'image du sport en général et du foot en particulier. Alors on va parler de la radicalisation religieuse, mais c'est vrai, vous expliquez dans votre livre qu'il y a quelque chose dans le sport, il y a une permissivité à toutes les formes de transgression et de déviance. Est-ce que le football, le monde du football, laisse faire la violence dans, et surtout là en l'occurrence c'est en dehors des stades, et considérant que finalement ça n'est pas tellement son problème. Vous avez vu la réaction de la Ligue 1 qui dit ça s'est passé loin du stade Vélodrome, finalement c'est une question d'ordre public, c'est plus un problème de police qu'un problème de football. C'est ça aussi que signifie cet événement. Alors c'est intéressant la réponse qui a été faite par la Ligue de football, parce que on a toujours besoin de sécurité, mais quand il y a un vrai problème, on n'arrive pas à partager la problématique. C'est d'ailleurs le cas de Jérôme Ferret qui nous expliquait le thème du policing. C'est un peu le concept sociologique que j'ai utilisé dans le cadre de ma thèse, c'est de dire mais en fait c'est pas un problème de police ou un problème de football, c'est un problème de société. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour le réguler. Et ce qui est important, c'est de créer des ponts entre les forces de l'ordre, le football, etc. Et le football, parce que c'est l'exemple que vous me soumettez là, est toujours très en pointe sur ces questions de sécurité, mais il faut encore aller plus loin et accepter de partager à la fois les responsabilités et à la fois les informations pour permettre à tous les acteurs de la sécurité globale d'avoir une action importante en termes de sécurité, mais également en termes d'éducation. Alors pour venir à votre ouvrage, on est déjà entré dedans d'une certaine manière, Médéric Chapiteau. Alors vous attaquez l'ouvrage en expliquant que vous avez été gendarme, puis vous avez voulu passer dans le monde du sport, au ministère des Sports, pensant vous éloigner de ces problèmes de sécurité. Finalement, vous n'en avez jamais été aussi proche. Vous avez cette phrase, c'est le titre d'un rapport qui a été publié il y a quelques années, mais quelque part vous l'appropriez. Vous dites « Le sport, sur le plan de la radicalisation religieuse, est une faille dans la sécurité de l'État ». Médéric Chapiteau, ce sont des mots extrêmement forts, Alors ça fait partie effectivement d'un premier ouvrage que j'avais rédigé à l'époque en 2015-2016, déjà à l'époque des événements, et elle est une faille, pas au sens je dirais trou béant dans la société, c'est une incompréhension et une inculture de la sécurité dans le monde du sport en général. Ce livre a pour objet justement de rappeler cette importance de travailler ensemble autour des questions de sécurité, parce que la sécurité seule ne fait rien, il faut éduquer tout le monde à ce principe de sécurité globale, et c'est tout l'objet de mon livre. Alors, quels sont les sports à problème ? Car il y en a certains qui le sont plus que d'autres. Lesquels, pourquoi et combien de clubs sportifs, de pratiquants vous semblent finalement en lisière, voire sortis du périmètre républicain, Médéric Chapiteau ?
Alors, on sait depuis 2010-2011, dans un rapport du Conseil de l'Europe qui a été transmis aux États membres, qu'il y avait trois familles d'activités qui posaient de vrais problèmes avec l'extrémisme religieux et en l'occurrence l'extrémisme islamiste. C'était les sports de combat, la pratique du football et la musculation. Ce triptyque d'activités, on le retrouve de tout dans le continuum sur les 10 ans qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, et c'est visiblement toujours le cas. On a une apparition du basket, comme vous l'avez vu, avec une affaire en Île-de-France très récemment avec 70 clubs de basket qui faisaient pression sur la fédération et qui a été traitée de manière très régalienne et très républicaine, à la fois par le président de la Fédé de basket et à la fois par Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France. Et cet entrisme-là doit être toujours combattu très fortement quand il est en dehors du cadre républicain et du cadre sportif. Mais ça n'est pas le cas. Et si ça n'est pas le cas, pourquoi cet entrisme-là n'est-il pas combattu plus fermement, Médéric Chapiteau? Je pense que tout simplement on est face, vous l'avez évoqué, c'est le premier terme que vous avez soulevé, c'est la permissivité. Cette permissivité, on a du mal à s'y attaquer. Moi je suis un profond défenseur des valeurs de la République et je crois profondément que la loi de 2004 qui lutte contre les signes ostentatoires à l'école est un levier important qu'on doit mobiliser dans le champ du sport. Le sport est aussi un lieu d'éducation et de complémentarité éducative de l'éducation nationale. Et si on veut avoir une cohérence pédagogique dans la durée, il faut prendre le sport en tant que tel, et c'est-à-dire qu'il faut imposer ce principe de neutralité. Certaines fédérations l'ont fait, vous l'avez rappelé, sur le foot. Le foot est la première fédération à rappeler le principe de neutralité dans son article 1. Et il est important, à mon avis, d'en prendre modèle. Merci Médéric Chapiteau de votre expertise. Je rappelle le titre de votre ouvrage absolument passionnant, fait d'exemples extrêmement concrets qui permettent de saisir l'ampleur, la profondeur du phénomène. Quand l'islamisme pénètre le sport, c'est aux presses universitaires de France. Bonne journée à vous, Médéric Chapiteau.